Merci de nous rester fidèles. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Tout de suite, les titres. Ouakam, le village Lébou, toujours en proie à de vives tensions entre jeunes et forces de l'ordre. Les manifestants étaient de nouveau dans la rue pour exiger la restitution de leurs terres. Le mis en cause, l'homme d'affaires Mbaki Faye, est accusé d'avoir ajouté 4 hectares à sa propriété. Mort d'une fillette à Keur-Massar, le drame de trop, selon la CONAF. La Coalition nationale des associations en faveur de l'enfance s'engage à arrêter la barbarie perpétrée sur les enfants. Elle alerte les comités locaux et départementaux de protection de l'enfance. Le Sénégal ne reculera pas face à sa volonté d'interdire la mendicité. Déclaration du directeur de la petite enfance, Niokhobaye Diouf, annonce la mise en œuvre de stratégies nationales pour accompagner les Dara. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Khalifa Sall soutient Aïda Mbodj suite à son éviction du conseil départemental de Bombay. Le maire de Dakar fustige la procédure utilisée pour démettre la députée libérale de ses fonctions. Il s'est prononcé en marge d'une exposition qui rend hommage aux héroïnes qui se sont distinguées dans la lutte contre l'esclavage. Exposition actuellement abritée par la mairie de Dakar. Ce 27 avril marque les 268 ans de l'abolition de la traite des Noirs par Victor Schwelcher. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Un journal que nous ouvrons avec Ouakam. Malgré un important dispositif sécuritaire mis en place depuis hier, les jeunes étaient à nouveau dans la rue ce matin pour en découdre avec les forces de l'ordre. Et même scénario, des routes barrées, des pneus brûlés, une circulation perturbée en fin de matinée. Les forces de l'ordre ont toutefois réussi à disperser les manifestants qui continuent d'exiger la restitution de leurs terres. Adiatala Modou-Diop. Des habitants de Ouakam ont mis à exécution leurs menaces. Ils avaient promis de descendre dans la rue. Entre 13h et 14h, ils ont spontanément érigé des barricades sur les grandes artères très empruntées de Ouakam, brûlé des pneus, entravant la circulation. C'était sans compter sur la promptitude des forces de l'ordre qui sont vite intervenues. À bord de pick-up, des dizaines de gendarmes ont vite quadrillé le quartier de Ouakam, obligeant les manifestants à se retrancher dans les ruelles du village. Ensuite, manifestants armés de pierres et forces de l'ordre de grenades lacrymogènes se regardent en chien de faïence. Ils échangent sporadiquement des jets de pierre contre des grenades lacrymogènes, polluant l'air et indisposant les passants. Certains de ces derniers sont même obligés de descendre des taxis ou cars de transport pour faire tout le reste de leur trajet à pied à cause des barricades. Même les personnes âgées sont obligées de se plier à l'interdiction de circuler. La circulation a repris timidement vers 15 heures. Les éléments de la gendarmerie veillent toujours au grain à cause de la menace des manifestants qui n'excluent pas de revenir manifester leur courroux pour exiger la restitution de leurs terres. Et nous restons avec ce litige foncier qui secoue Ouakam. Les jeunes du village Lébou reprochent à l'opérateur économique Mbaki Faye d'avoir rattaché 4 hectares de plus à sa propriété située dans la localité. Les manifestants peuvent compter sur le soutien de leurs aînés. Le conseiller du Djaraf Youssou Ndoye demande à l'État de délimiter le terrain à l'origine du litige. Reportage Fatima Ba et Tierno Laurent Mendy. Des maisons déjà construites, un espace estimé à 4 hectares, ce terrain est à l'origine du différend entre jeunes de Ouakam et Mbaki Faye. Nous ne sommes jamais allés poser nos pieds sur un terrain qui appartient à Mbaki Faye. Ces terrains-là nous appartiennent et nous avons les documents qui prouvent que ces terrains nous appartiennent. Mbaki essaie de nous voler ce qui nous appartient. Décidés à se faire entendre, ces jeunes ont le soutien de leurs aînés. Le conseiller du Djaraf Youssou Ndoye se veut clair, l'État n'a qu'à délimiter le terrain du promoteur accusé. Il a un titre foncier appartenant à sa société. On est d'accord. C'est l'État qui a, à travers du régime d'Ahmed Abdoulaye Wade, qui avait octroyé cette parcelle à M. Mbaki Faye en financement du monument de la Renaissance. Mais M. Mbaki Faye essaie de rattacher un surplus de 4 hectares 500 qui se trouve sur le domaine privé de l'État. Les jeunes ont demandé à l'autorité de saisir les services du cadastre pour la délimitation de la parcelle de M.
Macuy Faye. Le conseiller du Jaraaf d'ajouter que ces jeunes sont infiltrés, ce qui explique les actes de vandalisme. Il y a une personne qui est un acolyte de M. Macuy Faye, qui se dit notabilité dans ce village-là. C'est lui qui a manipulé des gosses, hein, qui a manipulé des gosses, et ces gosses ont infiltré la manifestation. Et il y a eu des casses partout. Ils sont plus que déterminés, ces jeunes de Ouakam. Ils ont mis leurs menaces à exécution. Direction Ben Barak à présent pour parler de la mort par noyade d'un déficient mental. La victime s'est noyée dans un bassin de rétention et son corps n'est toujours pas retrouvé après près de 2 heures de recherche. Il était âgé d'une 40aine d'années. Plus de détails, c'est avec El Haj Mamadou Ndiaye, délégué de quartier Yeumbeul Nord. Ben Barak, ses propos sont recueillis par Asmalix Diop et Salif Sow. Vers les coups de 13 heures, on m'a appelé d'un portable pour me dire qu'il y a un gars qui s'est noyé dans la mare. Arrivé sur place, j'ai trouvé un attroupement. Mon premier devoir, c'était d'aviser le commissaire de police et d'appeler les sapeurs-pompiers. À leur arrivée, ils ont fait 2 heures de temps de recherche, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas pu trouver le corps. Ils sont retournés pour nous laisser des consignes de vérifier l'eau pour qu'au gars où il va mettre surface. C'est le deuxième cas parce qu'en 2013, il y a eu un accident, c'était des gosses qui, ensemble, le bassin était en réflexion avec les gars de phase. Bon, ils ont vu l'herbe, ils ont cru que c'était pas profond. Ils ont marché sur l'herbe et ils sont tombés en profondeur. C'était 2 gosses, on a pu extraire un, l'autre est parti. C'était en 2013. C'est un signal qui est fort parce que quand on voit l'état de la mare, on sait que c'est laissé à l'état sauvage. Et ça devait être protégé. Mais ce n'est pas protégé, tel n'est pas le cas. Les enfants, ils sont consommés ici, ils font de la pêche au carpe. Parce que là, c'est une eau qui est imprégnée de carpe. Alors ils viennent pêcher ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les interdire? Dans notre secteur seulement, il y a 4 bassins non protégés, c'est laissé à l'état sauvage. Et tout constamment en état d'alerte. On surveille à longueur de journée. Parce que c'est la banlieue aussi, il ne faut pas l'oublier. Les associations de protection de l'enfance condamnent avec la dernière énergie le drame survenu hier à Keur-Massar et ayant abouti à la mort d'une fillette de 4 mois. Elles annoncent une série de mesures visant à faire cesser les actes de barbarie perpétrés sur 2 innocents enfants. La CONAF, c'est la Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfance, s'engage à saisir les comités locaux et départementaux de protection. Maïmouna Ndiaye. Viols, coups et blessures, entre autres violences faites aux enfants ces temps-ci, la recrudescence de tels actes inquiète. Ça fait très mal au cœur parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on soit dans un pays et que des enfants qui devraient être très bien protégés soient victimes de ces violences. Parce que là, on n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent pourquoi des adultes puissent violenter des enfants. La situation des enfants est déjà très compliquée dans nos pays. Et en plus de cela, maintenant, on voit que de plus en plus, les enfants sont violentés. Une société qui évolue, des mutations à étudier, plurisectorielles. Les populations, de plus en plus, compte tenu de certaines difficultés, sont devenues très agressives. Et dans cette agression, on voit que c'est des personnes qui ont beaucoup de soucis et qui le manifestent au niveau des enfants. Et ça, c'est un problème aussi. D'où ça nécessite aujourd'hui une analyse très profonde de la situation des enfants au Sénégal avec des spécialistes en la matière aussi. Les sociologues doivent encore analyser la situation sociologique de notre pays parce que c'est des pratiques qui n'existaient pas au Sénégal. État, parents, associations pour la défense des droits de l'enfant, la responsabilité est partagée. Aujourd'hui, c'est un enfant qui est tué par là. Aujourd'hui, c'est un enfant qui est battu quelque part. On conseille les auteurs de ces crimes et on ne les sanctionne pas. Donc ça aussi, c'est le fait de ne pas sanctionner. La sécurité des populations incombe globalement à l'État. C'est l'État qui est garant de la sécurité des populations. Donc les parents ont une part de responsabilité parce que l'éducation de base aussi revient aux parents. La Coalition nationale des associations et ONG en faveur des enfants compte déjà recenser l'ensemble des cas noté ces derniers jours pour son rapport annuel en fin décembre. Avant cela, son président dit saisir les collectivités locales.
L'État du Sénégal ne compte pas reculer face à sa décision d'interdire la mendicité. Déclaration du directeur de la petite enfance. Selon Niokhobaye Diouf, des stratégies nationales de protection de l'enfance sont mises en œuvre en collaboration avec les collectivités locales dans le but de mieux préparer et accompagner les Dara. Niokhobaye Diouf que je vous propose d'écouter avec Asmalik Diop et Salif Sow. Dans une perspective de mise en œuvre de ce qu'on appelle une stratégie nationale de protection de l'enfant. Aujourd'hui, la question de la mendicité préoccupe gravement le gouvernement du Sénégal. Il y a une loi, c'est la loi 2005-06 du 10 mai 2005, qui interdit l'exploitation de la mendicité d'autrui. Malgré tout, les enfants sont encore dans la rue et je pense que cela appelle à une responsabilité collective, une responsabilité des parents, de la communauté, des leaders religieux et des acteurs communautaires. Je pense que c'est ensemble que nous devons choisir quel type de société nous voulons pour nos enfants. Ne pas les livrer à l'exploitation, mais les aider à vivre et à devenir des citoyens modèles. C'est en cela que je lance un appel. Nous avons envisagé un programme d'action avec l'UNICEF qui va consister au niveau de la région de Dakar à discuter avec les collectivités locales pour les amener à prendre des mesures d'interdiction de la mendicité tout en accompagnant les Dara dans leur vécu, dans leur fonctionnement et dans leur apprentissage. Nous restons dans le monde de l'enfance pour parler des élèves de l'école Gallo Malik à Richard Toll. C'est dans une précarité totale que ces élèves étudient. Les toitures de nombreuses salles de classe sont délabrées. Une situation qui fait peur aux enseignants mais aussi aux parents d'élèves. L'équipe pédagogique appelle les autorités à trouver une solution dans les meilleurs délais afin que le pire soit évité. Ousseynou Thiam, Biradjania. École élémentaire Gallo Malik de Richard Toll. L'état de délabrement très avancé des toitures de certaines salles de classe préoccupe beaucoup enseignants et apprenants. Ces classes, c'est des classes PUS. Donc dans tout le département, toutes les classes PUS sont dans cette situation. On avait effectué des démarches à la mairie et la mairie nous a répondu positivement. Ils sont venus, ils ont fait une étude. Qu'ils vont réparer ça. Mais on attend toujours pour le bonheur des enfants, parce que vous avez vu, c'est des enfants qui travaillent presque sous le soleil. Et quand il pleut, on est obligé de sortir. Après de nombreuses démarches, l'équipe pédagogique de l'école attend encore la réaction des autorités locales. Je crois que la mairie fera vite pour régler ce problème définitivement. Donc nous demandons aux autorités de nous venir en aide pour réhabiliter ces salles de classe. L'éducation étant une compétence transférée, les enseignants de Gallo Malik pensent que l'équipe municipale doit réagir vite pour mettre à l'abri ces nombreux élèves. Et puis, sachez qu'il y a exactement 268 ans, aujourd'hui, Victor Schwelcher rédigeait le décret d'abolition de l'esclavage. Pour marquer l'événement, la mairie de Dakar abrite des séries d'expositions sur les héroïnes qui ont honoré la race noire pendant cette période de traite. Le choix de la capitale Dakar n'est pas fortuit pour abriter cette cérémonie d'hommage. Il se justifie à la fois par son rôle et sa position stratégique dans le commerce triangulaire. Aminata Mbaresso. Revisiter l'esclavage, remettre au jour les œuvres des femmes qui furent les héros de cette époque. La Fondation Mémoire et Partage choisit Dakar pour la commémoration de la traite des Noirs et de l'esclavage. La participation de Dakar est importante parce que, vous le savez, nous avons Gorée qui est à Dakar. Et l'île de Gorée est une île symbole. Mais pendant longtemps, l'histoire de l'esclavage était exilée sur l'océan. Il fallait aller à Gorée. Le continent n'était pas concerné. Regardez ce que les Juifs ont fait de la Shoah. Aujourd'hui, il s'agit, avec toute cette diaspora nègre qui est la conséquence de l'esclavage, de construire un partenariat pour que l'Afrique de demain soit un vrai pôle de développement. Nous, c'est la lecture qu'on en fait aujourd'hui. L'Afrique, plaque tournante de cette traite négrière, semble ranger aux oubliettes ce pan important de son histoire. Pour Karfa Sira Diallo, ce terme doit être corrigé. L'Afrique se souvient insuffisamment de la mémoire de l'esclavage et de la traite des Noirs. L'Afrique, vous le savez, pendant presque 14 siècles, a subi l'esclavage. Des millions et des millions de ses enfants ont été emmenés en Amérique. Et cette histoire a fondamentalement participé au retard de l'Afrique.
puisque la force vive africaine, l'élan économique, social et politique de l'Afrique a été effectivement freiné par ces 14 siècles de mise en esclavage. Donc l'Afrique ne se souvient pas assez de cela. Et ce sont sûrement les urgences économiques, sociales et politiques qui l'expliquent. Pour la commémoration, la mairie de Dakar a abrité des expositions qui rappellent l'engagement des femmes noires pour la libération contre l'esclavage. La doyenne Annette Mbaye-Derneville est la marraine de cette édition. En marge de cette cérémonie d'hommage, le maire de Dakar a donné son avis sur l'actualité relative au cumul des mandats. Khalifa Sall estime que la procédure utilisée pour démettre Aïda Mbodj du conseil départemental de Bandaï n'est pas conforme à la loi. Le maire de Dakar dit soutenir la députée libérale dans son combat. Je vous propose de l'écouter, toujours au micro d'Aminata Mbaresowa. Vous savez, la loi est la loi. La loi, quand on l'applique, il faut l'appliquer entièrement. Il est vrai que le cumul est interdit. Mais la procédure, la méthode utilisée a failli. Parce qu'on ne peut pas destituer Aïda Mbodj sans la mettre en demeure. Cette mise en demeure n'a pas eu lieu. Donc il y a quelque part un manquement. Mais puisqu'elle a décidé de soutenir la justice, nous sommes tous avec elle, nous la soutiendrons dans son combat. Parlons à présent de ce colloque international sur l'université et la société prévu ce jeudi à l'UCAD. L'évolution du système éducatif, la bonne marche de l'UCAD seront au cœur des discussions. Les initiateurs comptent mobiliser toute la famille universitaire. Plus de détails, c'est avec le professeur Samba Thiam, un des organisateurs, qui nous en dit plus au micro de Mamadou Fall. Nous voulons réunir la grande famille universitaire que les enseignants, les syndicats, les parents d'étudiants, la société civile, les entreprises, la société, disons, globale, de manière brève, qu'elle reparle de l'université, de la place de l'université en son sein. On en reparle parce que la société évolue, elle change, il y a de nouvelles situations, les nouvelles technologies, les progrès techniques, scientifiques. Elle est toujours là, l'université, elle garde toujours sa vocation traditionnelle, le temple du savoir, le lieu de la pensée, mais elle doit s'adapter à la marche de la vie. Une autre rencontre de grande envergure dans ce journal, c'est cet atelier de renforcement des capacités sur les finances publiques et le suivi budgétaire qui se déroule à Saly sous l'initiative de l'ONG 3D. Les organisateurs veulent démocratiser l'information financière et intégrer les finances dans les débats publics dans un objectif de bonne gouvernance, mais aussi et surtout de transparence. Et à ce propos, je vous propose d'écouter Moundiaï Sissé, il est directeur de l'ONG 3D, et Ibrahim Adem, directeur de la promotion de la bonne gouvernance. Leurs propos sont recueillis par Khadim Sissé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mutations en cours sur des mutations et de réformes financières et budgétaires. Mais pratiquement, on n'en parle pas du tout. Or, c'est important que les citoyens en maîtrisent les tenants et les aboutissants. C'est pourquoi, en partenariat avec le ministère des Finances et le ministère chargé de la promotion de la bonne gouvernance, nous avons lancé une campagne dénommée Sur nos budgets, dans le sens d'accroître l'accès des citoyens à l'information financière et développer des outils de simplification du budget. C'est une initiative très importante, donc avec l'ONG 3D, appuyée par l'USAID, et qui rejoint un processus engagé au niveau du ministère chargé de la promotion de la bonne gouvernance pour mettre en place un dialogue structuré entre l'État et la société civile sur la transparence budgétaire. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, la bonne gouvernance et la transparence budgétaire est au cœur donc, des préoccupations de l'État à travers le plan Sénégal émergent, qui place la bonne gouvernance comme le pilier 3, l'axe 3 du plan Sénégal émergent. Donc, tout ce qui concerne la transparence budgétaire, l'efficacité de la dépense publique est aujourd'hui au cœur des préoccupations de l'État.
Et nous quittons la station balnéaire de Saly pour Bombay. Sur place, plus de 20 femmes vivant avec un handicap ont pu bénéficier d'une formation en transformation de fruits et légumes. Ce projet destiné à les rendre autonomes a été réalisé en partenariat avec l'ONFP. Les bénéficiaires qui saluent l'initiative souhaitent désormais un accompagnement pour valoriser leur expertise. Mohamed Diop est à l'assemblée. En compagnie de 19 autres femmes vivant avec un handicap, Aram Détché Touré vient de boucler 12 jours de formation au centre de réinsertion des handicapés de Bambey. Après cette session, ces 20 femmes handicapées ont acquis un savoir-faire certain en matière de transformation des fruits et légumes. C'est dans le cadre des missions du centre. Alors, on a constaté qu'il y a le besoin qui est là. Besoin en formation pour les couches vulnérables, particulièrement les personnes en situation de handicap. C'est ainsi que j'ai fait des démarches. ONFP daf ñu indil formation te yëg nañ ci sunu bopp gis nañ ci sunu bopp gisin woo xam ne nii bu nu sañoon dañu koy wéyal. La transformation des fruits et légumes n'ayant plus de secret pour elle, ces 20 bénéficiaires demandent à être accompagnés notamment par les collectivités locales. Donc pour l'accompagnement, c'est sûr que les collectivités locales qui étaient là lors de l'ouverture de la session, mais malheureusement aujourd'hui certainement empêchés, les maires ne sont pas venus, mais ici, les maires qui étaient présents lors de l'ouverture avaient pris l'engagement d'accompagner les bénéficiaires. Le plaidoyer, le préfet l'a dit tout à l'heure dans la salle, le plaidoyer on l'amène à l'endroit des partenaires. Les partenaires, les ONG, il y a également les élus locaux. Les élus locaux, vraiment, pour pouvoir accompagner ces gens-là. Cette session de formation vise surtout une autonomisation des personnes vivant avec un handicap. Elle a pu être réalisée grâce à l'Office national de formation professionnelle. Allez, nous quittons le monde de l'entrepreneuriat pour parler d'environnement. Ali Haïdar préconise un sursaut citoyen pour juguler les nombreuses agressions que nous, hommes, faisons subir à notre environnement. L'écologiste qui s'engage à porter ce message au sein de l'Assemblée nationale estime qu'il est temps d'agir. Il s'exprimait en marge d'une session de formation relative à la protection de l'environnement. C'était dans le département de Ziguinchor. Nous l'écoutons avec notre correspondant sur place, Boubacar Diassi. Nous voulons porter le message de l'écologie, donc c'est sûr que sur le plan national, nous envisageons d'aller seuls aux élections législatives. L'objectif, bien sûr, c'est que les écologistes et les députés à l'Assemblée nationale et de faire prendre conscience de l'urgence d'agir pour protéger nos ressources qui sont en train de disparaître, pillées par des multinationales, pillées par des lobbies, pillées par aussi la corruption qui gangrène toute cette exploitation, aussi bien au niveau halieutique qu'au niveau forestier. Les terres sont en train de se dégrader et tout cela nous inquiète beaucoup. L'énergie n'est pas une énergie propre. La circulation avec la pollution des grandes villes, notamment de la capitale nationale, qui apporte des problèmes de santé publique. Et direction Canel pour parler d'une prouesse des agriculteurs de cette localité. Ils ont réussi à récolter du maïs en pleine saison sèche, une performance qui résulte d'une intensification et une diversification des productions. Tout cela rendu possible grâce au forage. Nous écoutons les producteurs. Ils sont au micro d'Ali Bandagnan. Depuis le début du projet, c'est le promoteur qui va chercher les semences, qui assure les intrants agricoles. En fait, nous ne faisons que labourer nos champs et on attend la fin pour récolter, comme ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Véritablement, tout ce que nous produisons ici est destiné à la consommation. C'est depuis 10 ans que nous avons démarré ces activités agricoles. Comme vous le voyez, nous produisons 2 voire 3 fois par an. Et aujourd'hui, toutes les maisons sont concernées. Ils sont plus de 782 foyers. Chaque foyer possède une parcelle à travers laquelle il peut produire les céréales. Elles sont 6450 femmes qui possèdent chacune une parcelle au niveau du jardin maraîcher. C'est pour vous dire tout simplement que voilà une initiative qui nous a permis aujourd'hui d'assurer l'autosuffisance alimentaire.
Hors de chez nous, l'actualité internationale en 4 titres. D'abord, la Belgique qui remet Abdeslam à la France. L'Afrique qui offre une statue Nelson Mandela à la Palestine. Au Cap-Vert, une fusillade a fait 11 morts. Et puis l'hommage à Papa Wemba qui se prépare en Côte d'Ivoire cette nuit avant le rapatriement de sa dépouille en RDC. Le récit de toute cette actualité internationale est signé Daniel Diouf. Un dernier hommage au parrain de l'édition 2016 du Festival des musiques urbaines d'Anomabo en Côte d'Ivoire. L'équipe d'organisation annonce une grande veillée musicale avant le rapatriement de sa dépouille jeudi pour la République démocratique du Congo. D'ailleurs, elle recommande le blanc comme tenue vestimentaire pour la circonstance. Quant au gouvernement congolais, il promet d'affréter un avion spécial pour ramener jeudi la dépouille de Papa Wemba à Kinshasa. À 66 ans, Papa Wemba est mort dimanche en plein concert alors qu'il se produisait sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anomabo à Abidjan. 11 personnes tuées, dont 8 militaires et 2 ressortissants espagnols dans une attaque au Cap-Vert. L'auteur de la tuerie toujours recherché. Les autorités du pays qui évoquent des motivations personnelles pour justifier cette attaque écartent la thèse d'un acte terroriste ou d'un quelconque lien avec le trafic de drogue. Les soupçons sont toujours tournés vers un soldat qui a disparu. Aucune nouvelle de lui, mais les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour tenter de le retrouver. Une statue en bronze de 6 mètres de haut pesant 2 tonnes offerte par l'Afrique du Sud à la Palestine. Une cérémonie a eu lieu mardi au cours de laquelle l'œuvre a été présentée au public en présence de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. La statue représente Nelson Mandela, icône de la lutte contre le régime raciste d'apartheid, point levé au ciel et tout sourire. La statue de Madiba est située sur une place qui porte le nom de Mandela, dans le quartier d'Al-Tirer, où vivent nombre de dignitaires palestiniens et de diplomates. Le monument est passé par Israël comme tout objet destiné à la Palestine, d'ailleurs, avant de se retrouver à Ramallah. Enfin, Salah Abdeslam, le suspect clé des attentats du 13 novembre à Paris, remis à la justice française. C'est le parquet fédéral de Belgique qui l'a annoncé mercredi et dans un communiqué, son homologue de Paris a annoncé que le djihadiste français devrait être présenté ce mercredi aux magistrats instructeurs pour sa mise en examen. Salah Abdeslam serait placé à l'isolement dans une prison de la capitale française, selon le garde des Sceaux. Pour rappel, Salah Abdeslam avait été arrêté le 18 mars dans la commune bruxelloise de Molenbeek après des mois de cavale. Il est soupçonné d'avoir pris part au commando des attentats du 13 novembre à Paris. Il a été placé en détention provisoire et mis en examen pour meurtre terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste dans le cadre de l'enquête sur ces attaques. Un journal des sports que nous ouvrons avec du cyclisme. Vous le savez, le Tour du Sénégal a bouclé la 5e étape par Joal ce mercredi. Le vainqueur de l'étape du jour est le Belge Roland Rutgers. Quant à Ben Youssef Abdallah, il a donc gagné le maillot jaune. Et puis sachez que suite aux plaintes de Michel Thioub, le président de la Fédération sénégalaise de cyclisme sur les failles sécuritaires dans l'organisation du Tour, la gendarmerie a réagi favorablement. Elle promet que dès la 5e étape, il y aura une meilleure organisation et une meilleure présence des forces de l'ordre. Du cyclisme, nous passons à la lutte. L'équipe nationale du Sénégal est en regroupement depuis le 18 avril dernier. Une préparation en vue de la 10e édition du tournoi de lutte simple de la CEDEAO, prévue du 3 au 9 mai prochain. Ce sera au Niger. Les lutteurs et leur staff technique sont confiants quant à la conservation du titre de champion du Sénégal. Un reportage signé Cheikh Sadibou Diarra, Adiatala et Mohamed Dian. L'équipe nationale de lutte du Sénégal est prête pour la défense de son titre de championne de la CEDEAO. Les 10 lutteurs sélectionnés sont dans la dernière ligne droite pour leur préparation de la 10e édition du tournoi de la zone. Un travail axé sur toutes les composantes du haut niveau. Et depuis le 18, nous sommes maintenant en regroupement fermé avec 10 lutteurs, soit 2 lutteurs par catégorie. Et au terme du regroupement, on choisira les 5 que l'encadrement aura jugé les meilleurs pour défendre les couleurs du Sénégal. Nous sommes dans la dernière phase et dans la dernière phase, il faut travailler dans les conditions optimales de compétition. Et au niveau même des contacts, vous avez assisté tout à l'heure à une séance où le travail était un travail
par thème. C'est-à-dire un qui défend à outrance pendant tant de minutes et un qui attaque à outrance et tout de suite on inverse les rôles. Ça c'est pour les mettre dans les conditions de compétition parce que le règlement CEDEAO n'autorise pas la passivité. Le staff technique n'a qu'une petite appréhension, notamment la chaleur qui sévit à Dosso au Niger. Mais il espère glaner plusieurs médailles. Ce que nous gérons, c'est faire en sorte qu'au terme du regroupement, que personne ne se blesse et que tous les garçons soient au poids. C'est tout. Mais là, maintenant la chaleur, il va faire chaud pour tout le monde. Même si on fait lutter à midi, ce sera midi pour tout le monde. Conserver notre titre en équipe et gagner le maximum de titres en individuel comme on l'a fait au dernier tournoi. Même son de cloche chez les lutteurs qui visent la conservation du titre du Sénégal. Nous faisons 3 séances d'entraînement par jour. La confiance est de mise pour une victoire finale. La 10e édition du tournoi de lutte simple de la CEDEAO est prévue du 3 au 9 mai prochain au Niger. Les lutteurs sénégalais vont rallier le lieu de la compétition ce 30 avril. Et voilà qui met un terme à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présenté. La rédaction vous retrouve à minuit avec le tout en images. L'info continue sur votre site www.gfm.sn et tout de suite la suite des programmes avec Chérif.